Voici le Boeing 747. Le plus gros porteur de l'histoire. Cet avion a représenté un bond technologique extraordinaire. Et ce n'est pas qu'un gros avion. Il a permis à n'importe qui d'aller n'importe où dans le monde par la voie des airs. Pourtant, sa création s'est avérée difficile. Il a fallu se battre. Il a aussi fallu repousser les limites de la technologie. Le moteur a ébranlé la structure et on a entendu un gros boom. L'avionneur a même frôlé la faillite. Boeing a joué son avenir en misant des millions. Mais le pari a été plus que payant. Voir pour la première fois cet appareil énorme s'envoler, ça a été magique. Et il est devenu l'avion le plus reconnaissable au monde. Les gens le prennent en photo. Les gosses le montrent du doigt. Malgré quelques drames, Je ne pensais pas que j'allais mourir, je savais que j'allais mourir. il symbolise les États-Unis. Quand il a fallu évacuer le président, le 747 a répondu présent. Il a transporté l'équivalent de 80% de la population mondiale. Sur une échelle de 1 à 10, je lui mets 10. Le 747, c'est du solide. C'est un avion majestueux. Et il a révolutionné le transport aérien. Voici le jumbo jet de dernière génération, le 747-8. Un des avions gros porteurs les plus imposants et les plus perfectionnés. Il est équipé de moteurs gigantesques qui le propulsent presque à la vitesse du son. Lufthansa 796 cleared for takeoff, runway 18. Yes. Go. Le 747 atteint rapidement la vitesse d'une Formule 1. Rotate. Il arrache sans aucun mal du sol ses quelques 400 tonnes pour s'enfoncer dans le ciel nocturne. Pourtant, le parcours qui a fait de cet appareil emblématique un des plus grands succès de l'aviation a été pour le moins chaotique. La genèse du 747 remonte à une sortie de pêche en Alaska à laquelle participent deux grands noms de l'aéronautique. Rohan Tripp, le puissant et affable propriétaire de la compagnie aérienne Pan Am, décrit à Bill Allen, l'austère dirigeant de Boeing, le super avion de ses rêves. Un appareil 2,5 fois plus grand que tous ceux de l'époque. L'aviation commerciale en était à ses débuts. Et Rohan Tripp s'est dit que des appareils plus gros lui permettraient de profiter de la croissance de ce marché. Un avion de 400 sièges pourrait transporter plus de passagers et donc générer plus de chiffre d'affaires. Les deux hommes veulent partir à la retraite en beauté. En guise de coup d'éclat, ils signent la plus grosse commande d'avions commerciaux de l'histoire. Rohan Tripp achète 25 747 pour un montant fabuleux de 3,7 milliards de dollars en prix courant. Et Bill Allen s'engage à les lui livrer dans un délai de 28 mois maximum. Mais le défi semble impossible à relever. Toute la technologie était à inventer. N'oubliez pas que cet appareil devait être 2 fois plus gros que les avions commerciaux de l'époque. Et le délai imposé aux ingénieurs était terriblement court. Personne ne sachant à quoi cet appareil pourrait ressembler, la première étape consiste à jeter des idées sur le papier.
Le responsable du service créé pour le 747, Joe Sutter, se voit confier sa première grande mission. J'avais 20 collaborateurs pour effectuer les études préliminaires. On travaillait seul et tout ce qu'on savait, c'était que l'avion devait être plus gros, avoir une bonne autonomie et voler le plus vite possible. Désormais nonagénaire, il revient aujourd'hui sur ce casse-tête. Jeune ingénieur, il a parfois été fraîchement reçu par certains collègues plus chevronnés. J'ai dû faire preuve de pédagogie pour faire comprendre que c'était moi le patron. Par plaisanterie, je leur ai dit que s'ils ne suivaient pas mes ordres, je pouvais les muter au Bangladesh. Le service n'a que 28 mois pour faire voler sa future création et il travaille 24 heures sur 24. Pourtant, malgré son gigantisme, le 747 n'est pas le programme phare de l'avionneur. L'essentiel des ressources et des forces vives de l'entreprise est affecté à une autre mission. Le programme du 747 n'était pas la seule nouveauté à Seattle. Ce qui déchaînait les passions, c'était l'avion de transport supersonique. Selon Boeing, le SST est l'avion de demain. Cet appareil voyagera à 3 fois la vitesse du son et surclassera son concurrent européen, le Concorde, lui aussi en cours de conception. Sitôt que l'avion de transport supersonique entrera en service, le 747 sera relégué au rôle de simple avion cargo. Le SST était l'avenir du transport aérien. Personne ne voudrait plus monter à bord d'un avion subsonique quand il suffirait de prendre un supersonique et de voler à 2 fois et demi la vitesse du son pour arriver bien plus vite à destination. Le 747 n'est venu qu'après. Boeing ne pensait pas en fabriquer plus d'une cinquantaine qui serviraient au transport en attendant le SST. En clair, il a toujours joué les seconds rôles. Reléguée dans de vieux bâtiments, l'équipe du 747 manque cruellement de moyens. Les ingénieurs qui travaillaient sur le SST ont dû se croire un peu supérieurs à ceux qui participaient aux autres programmes. Aujourd'hui, tout le monde pense que le 747 a toujours été le roi du ciel, que tout s'est passé comme sur des roulettes. Mais il a fallu se battre constamment. Mais cela n'effraie pas l'ingénieur en chef. Joe Sutter fait partie de ces gens qui ont le profil précis et qui arrivent à un moment précis pour relever un défi précis. Avant de s'attaquer aux détails pratiques de la conception, l'équipe doit déterminer la forme générale de l'avion. Pour l'heure, personne n'a la moindre idée de ce à quoi le futur géant des airs doit ressembler. Et bien malin qui aurait pu dire à l'époque qu'il deviendrait l'avion de ligne le plus reconnaissable du monde. Pour la plupart d'entre nous, on ignore à bord de quel avion on embarque. Sauf quand on prend un 747. Là, on le sait, grâce à la bosse caractéristique. Pourtant, l'avion a bien failli avoir une allure très différente. Le patron de la Pan Am, Rohan Tripp, voulait un paquebot avec 2 ponts étroits superposés. La première idée a consisté à prendre un avion traditionnel de la taille d'un 707 et de mettre 2 fuselages monocouloirs l'un au-dessus de l'autre. Voici ce que ça donnait. Mais d'après ce que Joe Sutter m'a dit, ça n'a pas beaucoup plu. Rohan Tripp aimait la marine. Et il voulait un avion avec des hublots ronds. L'ingénieur en chef, lui, trouve que cela lui donne un air lourdeau. Vu les exigences, un avion à double pont poserait tellement de problèmes qu'il devait y avoir une autre solution. L'évacuation d'urgence d'un pont se trouvant à 7,50 mètres du sol pourrait notamment s'avérer impossible. Mais les collègues de Joe Sutter trouvent la solution.
Ils m'ont proposé un gros porteur à un seul pont, mais plus large. Au lieu d'avoir 2 ponts superposés, pourquoi ne pas les mettre côte à côte? Le premier gros porteur de l'histoire vient de naître. Le problème, c'est la version cargo. La solution idéale pour le chargement, c'est par le nez. Mais dans ce cas, où installer le poste de pilotage? Joe Sutter a alors un trait de génie, le mettre au-dessus. D'où la bosse si caractéristique. Innover, c'est prendre des risques. Et ce qui paraît banal aujourd'hui ne l'était pas il y a 40 ans. On a eu un mal fou à convaincre la direction que c'était la bonne voie. Boeing craint que le client ne sorte de ses gonds s'il n'a pas son double pont. Aussi, décision est prise de lui annoncer la mauvaise nouvelle en prenant des gants. La présentation a eu lieu à New York sans moi, parce que la direction pensait que j'étais allé trop loin et que ça risquait d'agacer Juan Trippe. Donc, Milt Heinemann, qui s'occupait du design d'intérieur, y est allé, d'autant qu'il était bien plus diplomate que moi. Milt Heinemann part au siège de la Pan Am avec une astuce en poche. Pour convaincre Rohan Trippe que ses passagers ne seront pas à l'étroit sur un seul pont, il n'a droit qu'à une tentative et il dégaine aussitôt son arme secrète. Avec une corde à linge de 6 mètres, il se livre à une mise en scène qui a de quoi déconcerter. Car nul ne s'était vraiment rendu compte du gabarit du Jumbo Jet, qui s'annonce presque 2 fois plus large que ses contemporains. Ça n'a pas convaincu Juan Trippe d'emblée. Par contre, ses collaborateurs ont été abasourdis. Ça ouvrait des tas de possibilités, et c'est là qu'ils s'en sont rendus compte. Finalement, Rohan Trippe se laisse séduire en découvrant une maquette du futur 747. Joe Sutter reçoit le feu vert pour fabriquer le premier avion à réaction gros porteur de l'histoire. Mais encore faut-il transformer une maquette en bois en machine volante. Et en un temps record, qui plus est. Il n'a pas ménagé son équipe. Mais c'était un meneur d'hommes, un fonceur qui savait motiver les gens. Personne au monde n'était plus qualifié pour cette tâche. Personne n'aurait même réussi à faire ce que Joe Sutter a fait. On travaillait 6 jours par semaine, 10 heures par jour, mais j'avais bien plus envie d'être à l'usine que n'importe où ailleurs. C'était formidable. En travaillant sur le prototype, ses propres concepteurs prennent la mesure de son gigantisme. Une des premières fois qu'on s'est rendu compte de la taille de l'avion, c'est quand on a voulu fixer un plan en coupe d'un réacteur dans le bureau. Le mur n'était pas assez grand. On a franchi une porte d'entrée quelconque et on a découvert cet avion absolument époustouflant. Quelques 75 000 plans expliquent aux techniciens où placer chacune des pièces du prototype, pendant que les ingénieurs poursuivent leurs études en soufflerie. Le 747 n'est encore qu'une maquette, et seul le premier vol permettra de savoir comment l'avion se comportera. Mais si les tests s'avèrent négatifs, les conséquences seront désastreuses pour Boeing. L'aéronautique n'a rien à voir avec les autres secteurs économiques. On investit, mettons, 10 millions de dollars, et soit on arrive à un résultat, soit on fait une croix sur cette somme. L'avionneur n'encaissera pas $1 avant la première livraison. Donc, si Joe Sutter s'est trompé, les sommes déjà dépensées pourraient entraîner un dépôt de bilan. Dans l'immense usine d'Everett, dans l'État de Washington,
Les 747 sortent aujourd'hui des chaînes d'assemblage à un rythme atteignant jusqu'à 7 unités par mois. Il s'agit du plus grand bâtiment de la planète. Sa surface correspond à celle de plus de 50 terrains de football. Il arrive que des nuages se forment sous son plafond qui culmine à une hauteur de 11 étages. Et il est si vaste que les employés se déplacent à vélo. C'est le plus grand bâtiment du monde. On dirait une ville en salle. Si l'usine est immense, c'est parce que la surface à l'air du 747 équivaut à celle d'un parking pour 45 voitures. Et parce que l'empennage est haut de 6 étages. Ce bâtiment a été conçu expressément pour produire cet avion. Et c'est ici qu'on stocke les quelques 6 millions de pièces qui serviront à fabriquer un seul exemplaire du dernier modèle. Il a fallu trouver un site, le défricher et construire l'usine. Le plus grand bâtiment du monde pour fabriquer le plus gros avion du monde. Les engins de terrassement charrient autant de terre que lors du percement du canal de Panama et de la construction du barrage de Grande Coulée réunis. On pose une voie ferrée pour acheminer les matériaux. Les ouvriers affrontent les colères de mère nature. Vent, tempête de neige, coulée de boue. Mais ils achèvent la première phase du chantier en seulement 6 mois. Tout ce qui concerne le 747 est grand. Tous les participants ont fait preuve d'un dévouement incroyable. Et c'est de ce surnom qu'ils ont hérité, les Incroyables. Sur ce casque de chantier, vous voyez l'emblème qu'ils s'étaient choisi pour ce programme démesuré. Il s'agit de Paul Bunyan, le bûcheron géant du folklore américain. Tandis que Joe Sutter et son équipe planchent sur leur prototype, l'usine sort de terre. Car il n'y a pas une minute à perdre. Ça m'étonne de voir qu'aujourd'hui, il faut 5, 6, 7 ans pour concevoir un avion avec des ordinateurs performants. Joe Sutter, lui, a moins de 24 mois pour achever un appareil qui entre déjà dans le livre des records. Avec 4,5 millions de pièces, 160 km de câblage et des ailes faisant plus de 25 tonnes, il est de plus en plus pesant. Et il va s'alourdir encore d'environ 1 tonne de peinture. La masse est le problème numéro 1. Le tout premier avion à avoir volé, le Wright Flyer, était déjà trop lourd. Il faut lutter en permanence contre le poids. S'il ne maigrit pas, le 747 ne décollera jamais. Et trouver des compromis s'annonce difficile avec l'intraitable patron de la Pan Am. J'ai dû faire plusieurs présentations en présence de Juan Trippe. Et elles n'ont pas toujours été très détendues. Parce que la compagnie aérienne n'arrêtait pas d'augmenter le poids de l'avion. Elle voulait des cuisines de bord plus lourdes, des sièges plus lourds, des toilettes plus lourdes, et ça devenait impossible de maîtriser le poids du 747. Joe Sutter n'y va pas par 4 chemins. Soit ses exigences sont revues à la baisse, soit il faudra réduire le nombre de passagers. Il l'a plutôt bien pris. Ça ne lui a pas plu, mais il n'a pas piqué de colère noire. Sans compter que ces demandes ne sont pas données. Le programme coûte à Boeing la bagatelle de 33 millions de dollars par jour en prix courant. Les sommes investies dans l'ensemble du programme ont été astronomiques. Boeing a joué son avenir en misant des millions. C'était un gros risque. Pour ne rien arranger, le SST accumule les retards et dépasse largement son budget. Les banques menacent de se retirer, mais Boeing s'entête malgré les difficultés de trésorerie, jusqu'à ce que Joe Sutter soit convoqué à une réunion au sommet.
Mon supérieur faisait partie de ces gens qui pensent qu'on peut tout faire dès l'instant où on l'a décrété. Et il a annoncé à Bill Allen qu'il pouvait licencier un tas d'ingénieurs. 1 millier d'emplois sont menacés, soit près d'un quart des effectifs de Joe Sutter. Face à Bill Allen et à l'ensemble de la direction, j'ai dit « Il faut regarder les choses en face. C'est impossible de se séparer de qui que ce soit. » Il se montre inflexible. Je pensais être viré. Mais il obtient gain de cause. Il faut dire que Boeing n'a guère le choix. Si on avait mis à la porte 1 millier d'ingénieurs, le programme aurait capoté. Et qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait tout laissé tomber et on se serait déclaré en faillite. À la veille de la présentation en grande pompe devant la presse, nul ne sait si l'entreprise peut tenir financièrement jusqu'à la mise au point du Jumbo Jet. Le premier prototype trône aujourd'hui dans un musée de Seattle. Avec sa peinture écaillée, le RA001 n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais le musée s'efforce de rassembler des fonds pour le restaurer. C'est le premier à avoir été construit. Et il n'a jamais eu vocation à entrer en service dans une compagnie. C'était une espèce d'avion de pré-série qui a servi à faire des tests techniques de mise au point. Il contient encore les barils d'eau qui simulaient la charge marchande pendant les vols d'essai, ainsi que les instruments de mesure du comportement de la cellule et des réacteurs. Il y a 45 ans, cette pièce de musée était en pleine effervescence. Boeing finissait de la préparer pour la dévoiler à la presse mondiale. Les médias étaient surexcités parce que ça faisait longtemps qu'un nouvel avion n'était pas sorti. Mais il y avait plus de pièces par terre que dedans. On était encore en phase de conception et d'essai. On ne l'a fini que 2 jours avant qu'il sorte du hangar. La peinture est encore fraîche quand le prototype inachevé apparaît devant une foule attentive, mêlant reporters et grand public. Bill Allen est soulagé d'avoir enfin quelque chose à montrer à la Paname et aux banques. Au passage, il rassure les 25 autres compagnies qui se sont portées acquéreurs et démontre que le 747 sera l'avion de la décennie. Pour nous, ça a été un grand jour. Personnellement, j'étais survolté. Il y avait des caméras de télévision et on a tous été invités à venir admirer cet engin magnifique sortir du hangar. Ça nous a tous fait quelque chose. Tout le monde s'est senti sacrément fier ce jour-là. 26 hôtesses de l'air sont chargées du baptême qui ne se déroule pas vraiment comme prévu. Don't break it yet. The cadence is going to be 1, 2, 3. Got it? Okay, wait. All right, we'll do it again. 1, 2, 3. En ce jour de fête, Boeing passe en revanche sous silence certains détails et non des moindres. L'avion est incapable de voler. Ses moteurs ne sont là que pour faire joli. Lors de cette présentation à grand spectacle, on s'attendait à ce que cet avion gigantesque transporte énormément de gens très loin, à ce qu'il révolutionne le transport aérien. Mais tiendrait-il ses promesses ? On a bien profité de cette journée, tout en sachant qu'il faudrait se remettre au travail dès que l'effervescence publicitaire serait retombée. En effet, à 54 jours seulement du premier vol,
les ingénieurs n'ont toujours pas résolu un problème qui concerne un élément pourtant essentiel, le réacteur. Il n'en existe encore aucun capable de faire décoller un avion ne serait-ce que moitié moins lourd que le RA-001. Les ingénieurs de Pratt & Whitney travaillent sur un modèle qui pourrait faire l'affaire, mais qui reste à tester. Le JT9D est révolutionnaire. C'est un turboréacteur à double flux, à taux de dilution élevé qui s'annonce économe en carburant, peu bruyant et surtout très puissant. Le secret de sa conception et de 70% de la poussée qu'il fournit repose sur l'imposante soufflante de 2,45 m qui aspire l'air pour l'expulser dans la turbine centrale tout en détournant plus de 5 fois le même volume d'air à côté, d'où le taux de dilution élevé. C'est le plus efficace à la fois du point de vue du débit du carburant et du bruit. Autre avantage, le vrombissement de l'échappement en sortie de turbine est assourdi par l'air ainsi détourné. L'avenir de l'avion dépend de la promesse du motoriste selon laquelle le 747 sera moins bruyant que les avions à réaction moitié moins gros, tout en étant 2,5 fois plus puissant. Mais Pratt & Whitney semble avoir péché par optimisme. On a remarqué que tout vibrait. Et on a entendu un gros boom. Certaines flammes étaient plus longues que l'avion. Donc, quelques aubes de turbines se sont consumées. Nul ne parvient à déceler l'origine du problème. Pendant la conception du 747, 60 moteurs, dont chacun vaut plusieurs millions de dollars, partent en fumée. Or, Boeing doit prouver sans tarder au monde entier que le petit nouveau est en mesure de voler. Avec 2 mois de retard, le pilote d'essai Jack Waddell et son équipage s'apprêtent à risquer leur vie pour vérifier si le prototype vole. Le copilote s'appelle Brian Weigel. Ça a été une journée mémorable. Il faut avoir à l'esprit que la pression était énorme et qu'elle venait du monde entier. Cet événement avait attiré l'attention de l'industrie aéronautique tout autour de la planète et une foule immense était rassemblée. Bill Allen avait le goût du risque. Il jouait l'avenir de Boeing sur cet avion. Beaucoup de gens pensaient que le 747 ne volerait pas. Donc la pression était à son comble. Le vol a bien failli être annulé en raison des mauvaises conditions météorologiques. Mais peu avant 11 heures, Joe Sutter dépose son épouse Nancy au bord de la piste. Beaucoup de gens, y compris certains que ma femme avait croisés à l'épicerie, se demandaient si je savais ce que je faisais et si l'avion était en mesure de voler. Donc, en déposant Nancy, je lui ai dit « Quand l'avion passera pile devant toi, tu verras ses roues se détacher du sol. » À dessein, les membres d'équipage portent leurs vêtements de tous les jours. Le 747 était entouré d'un scepticisme énorme. Allait-il voler? N'était-il pas beaucoup trop gros? Du coup, Jack a dû se dire qu'il valait mieux banaliser les choses. L'avion est sûr, regardez. On a mis le même costume que d'habitude. Mais les apparences sont trompeuses. Le pilote se demande si les moteurs vont exploser au décollage. Jack Waddell était inquiet et on a branché une quarantaine de batteries de voitures sur des pompes hydrauliques pour que ses commandes de vol restent opérationnelles au cas où il perdrait ses 4 réacteurs. À 11h20,
Le RA-001 se dirige vers la piste. Jack Waddell fait attention à ne pas augmenter trop rapidement le régime des moteurs, par peur de les voir exploser. L'heure de vérité est proche. Le Jumbo Jet pourra-t-il prendre l'air? Après le roulage, l'équipage du RA-001 se présente pour le décollage. Tous les voyants étaient au vert. Donc on a roulé jusqu'à la piste et on a vérifié les moteurs. Les 3 membres du personnel navigant technique sont seuls à bord pour ne pas risquer des vies inutilement. À l'époque, il n'y avait pas de simulateur de vol pour apprendre à piloter. Nul ne sait comment ce mastodonte va se comporter, malgré les calculs et les essais en soufflerie encourageants. Jack a tiré le volant et les roues se sont soulevées du sol. Tous les moteurs tournaient. À ce moment-là, on a été franchement soulagés. On pouvait commencer à travailler. C'était une sensation merveilleuse. C'est comme la naissance de son premier enfant. C'est super. Vraiment super. Voir pour la première fois cet appareil énorme s'envoler, ça a été magique. Il a survolé l'aérodrome et tout le monde a dû avoir des frissons. En tout cas, moi j'en ai eu. It's a very easily flyable airplane. Still in the takeoff configuration. We haven't tried to change anything yet. Everything looks very normal on the right side, Jack. And I'll go and check the left. Beautiful. On savait que les journalistes entendaient tout ce qu'on disait. Donc on ne risquait pas de faire la moindre critique à voix haute. Mais ça a été une sensation formidable. Mais alors que tout semble se dérouler au mieux, en rentrant les volets, on a très bien entendu un bruit sourd. un des volets qui permettent à l'avion de ralentir à l'atterrissage est desserré et risque de s'arracher. Jack a décidé de ne pas aller plus loin. Il ne voulait pas que quelque chose de plus grave se produise. L'avion de 300 tonnes va donc devoir atterrir à une vitesse plus élevée que prévu, ce qui n'est pas sans danger. Là encore, beaucoup de gens se disaient « D'accord, ce gros machin a décollé et il vole, mais est-ce qu'il va se poser ?» Surtout avec un pilote perché à 10,50 mètres du sol. J'attendais pour lever cette dernière inquiétude. Vu d'où j'étais, il avait l'air d'arriver très doucement. Et je me suis dit, trop lent, trop lent. Jack a fait une bonne approche, il avait l'air confiant. J'étais à côté de lui, détendu. Il a dit qu'il fallait qu'on réussisse un bel atterrissage, vu le monde qu'il y avait. L'atterrissage s'est passé comme sur des roulettes. On n'a eu aucun problème.
L'avion a démontré qu'il était de bonne qualité. Après avoir ralenti et commencé le roulage, on a eu la sensation du devoir accompli. Une foule immense nous attendait, mais se dire qu'on avait réussi après tout ce temps, c'était une satisfaction merveilleuse. Boeing vient de réaliser une prouesse en un temps record. Les croquis ont donné naissance au plus gros avion commercial de l'histoire. I guess this sounds complacent or something. That thing is just ridiculously easy to fly. It's just a pilot's dream. Le 747 vole et ses moteurs n'ont pas explosé, du moins pas cette fois. Mais reste à prouver à la FAA, l'aviation civile américaine, qu'il est assez sûr pour embarquer des passagers. À 11 mois de l'échéance, les tests ont lieu quelle que soit la météo. On lance l'avion à vitesse maximale, comme pour un décollage, avant de freiner. Quand les pneus prennent feu, l'équipage doit attendre 5 longues minutes avant qu'on éteigne l'incendie. Jacques Waddell joue les trompe-la-mort en forçant l'appareil à décrocher. Il fait racler la queue pour simuler un décollage avec une assiette trop importante. La FAA s'assure également que l'évacuation des passagers se déroule en un maximum de 90 secondes. Jamais un avion n'a transporté autant de gens et un accident pourrait faire plus de 400 morts. L'avion réussit tous les tests haut la main. Il le doit entre autres à des dispositifs de sécurité sans précédent voulus par Joe Sutter. 3 systèmes de secours permettront à l'avion de voler, même si un seul d'entre eux est encore en état de fonctionner. C'est la principale contribution de Joe Sutter. Ça l'empêchait de dormir. Que se passerait-il si le 747 s'écrasait lors du premier vol? Boeing mettrait la clé sous la porte. On a établi une nouvelle norme dans la conception. Par la suite, la plupart des professionnels l'ont suivi, peut-être pas aussi bien qu'avec le 747. Et ces dispositifs de sécurité équipent la plupart des avions modernes. Ces dispositifs de sécurité de pointe vont d'ailleurs lui sauver la vie lors d'un atterrissage à Renton, sur le terrain d'aviation de Boeing. La piste de Renton est très courte. Le pilote d'essai n'avait pas beaucoup volé sur 747. Le temps était froid, humide et venteux. Mais j'ai fait un tour avec lui pour voir ce que ça donnait. Le pilote est tendu. 40, 30, 20. Son approche était trop courte. Il a arraché un des trains d'aile et il a raclé le moteur extérieur droit. Mais l'avion a très bien tenu le choc. L'avion paraît si sûr qu'il impressionne même les membres de la pourtant très pointilleuse FAA. Mais tout ne se passe pas aussi bien. Lors des essais, l'équipe du 747 est confrontée au pire cauchemar de tout ingénieur aéronautique. Un phénomène vibratoire appelé couplage aéroélastique. Increasing speed to Mach 0.7. Au-delà d'une certaine vitesse, comme les essais en soufflerie l'ont indiqué, le couplage provoque des vibrations catastrophiques. Les
Les clients voulaient l'avion le plus rapide possible. Donc, il fallait amincir les ailes et l'équiper d'une voilure en flèche, ce qui peut provoquer l'apparition du couplage aéroélastique. Si on arrive à le maîtriser, très bien, mais dans le cas contraire, on risque de perdre une aile. Petit bijou de technologie, cette pièce s'inspire de l'aile en flèche imaginée par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'adapte aux conditions de vol grâce à des volets à triple fente qui se déploient pour apporter 90% de portance supplémentaire à basse vitesse et qui se rentrent pour le vol à grande vitesse. Elle offre une flexion de 6 mètres avant d'arriver à son point de rupture. Mais la menace du couplage aéroélastique plane malgré tout sur le programme. Jack Waddell met volontairement l'avion à rude épreuve. Mach 0.75. Pour étudier le couplage qui survient au-delà d'une vitesse R et d'une altitude donnée, il faut y aller très prudemment, en accélérant légèrement et à plusieurs reprises. Mach 0.8. Les vibrations commencent à se faire sentir. On savait qu'il y avait un risque. C'est un phénomène très dangereux et il faut le gérer avec précaution. Okay. Decreasing speed. Normalement, on tire aussitôt la manette des gaz pour ralentir et on sort de la zone de danger en ayant glané quelques renseignements. Au bout d'un mois d'essai, les ingénieurs trouvent la parade. Des lestes, petits mais pesants, placés en bout d'aile, amortissent les vibrations. Il nous a fallu beaucoup de temps pour contrôler ce phénomène. Or, du temps, l'avionneur n'en a plus. La direction de Boeing a décidé d'envoyer son prototype au célèbre salon du Bourget près de Paris. C'est un rendez-vous commercial à ne pas manquer, mais le pari est des plus risqués. Les réacteurs en malle de fiabilité résisteront-ils à un vol de 8000 km? Joe Sutter est du voyage. Les moteurs tiennent bon et le RA001 prend place aux côtés du supersonique franco-britannique, lui aussi dévoilé lors de cette édition. C'était le clou du salon, parce que c'était un gros avion, et juste à côté, il y avait le petit Concorde. J'ai d'ailleurs déclaré à la presse que le grand frère regardait le petit frère, ce qui n'a pas plu aux Européens. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient y faire? Sur le chemin du retour, le père du 747 se repose. Mais à l'approche de Seattle, un des Pratt & Whitney rend l'âme. Looks like we got a surge on engine 4. Engine 4 shut down. On a dû traiter le moteur avec beaucoup de précautions jusqu'à ce qu'il soit réparé. Chez Boeing, on a senti qu'on avait un très gros problème et que Pratt & Whitney ne le prenait pas assez au sérieux. Ils travaillaient peut-être dessus, mais pas assez à notre goût. Quelques mois avant leur mise en service, les modèles de série commencent à s'entasser à l'usine d'Everett. Très peu d'avions étaient motorisés. Généralement, il y avait des blocs de béton qui pendaient sous le mât réacteur, à la place des moteurs. Ces lestes empêchent les avions de basculer en arrière. Boeing doit impérativement régler le problème des moteurs.
les extinctions de moteurs à répétition menacent le programme. Sans réacteur fiable, le Jumbo Jet n'entrera jamais en service. Décidant qu'il est temps de lui adresser un avertissement, Jack Waddell convie le PDG de Pratt & Whitney à une innocente balade. Let me show you my problem. La démonstration a été spectaculaire parce que les pompages s'accompagnaient d'un gros boom. Et Jack Waddell de prouver qu'il n'y a pas qu'un seul réacteur récalcitrant. Il allait recommencer quand le gars de chez Pratt & Whitney a dit « J'ai compris, c'est bon. » Fin du test. Jack a été impitoyable. La manière forte porte ses fruits. Et le motoriste finit par découvrir que, dans certaines conditions, la soufflante déforme l'intérieur du carter. L'étanchéité autour des aubes ne se fait plus, ce qui entraîne la perturbation de la circulation du mélange air-carburant, puis son explosion. Comme il suffit, semble-t-il, de rediriger le carter pour résoudre le problème, les techniciens interviennent et le Jumbo Jet entre enfin en service. Mais le combat a été rude. On a fini l'avion dans les temps et il était de bonne qualité. Ça en dit long sur le boulot qu'ont fourni les gens qui ont travaillé avec moi. Mais il a fallu se battre constamment. À 19h, les premiers passagers payants s'installent pour le vol inaugural qui va relier New York à Londres. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un événement très médiatique. Il y avait des vedettes. L'avion est sorti du parking, mais tout à coup, on a vu son feu anti-collision clignoter. Et il est revenu vers l'aérogare. Il y avait eu un ennui moteur. Et les passagers y vont de leurs commentaires. I'd rather be off than on. Any sense of fear? No, I mean, they said something was burning and we got off. Ce qui brûle, c'est un des réacteurs. On a vu du métal fondu dans la tuyère, signe qu'il fallait remplacer le moteur. Prise par le temps, la Pan Am fait venir un autre avion en espérant que les gens n'y verront que du feu. Je me souviens très bien qu'on a réécrit au pochoir le nom de l'appareil pour lui donner celui de l'avion du vol inaugural. Avec 6 heures de retard, le 747 décolle enfin. À Londres, tout le monde l'attend. I think the man who wrote this on the top of a press handout from Boeing will have a very, very red face indeed this morning. He's right, we haven't. On est loin du lancement en fanfare espéré par la Pan Am et Boeing. Pourtant, l'avion fait sensation dès son arrivée au Royaume-Uni. Malgré une production record de 92 unités la première année, la révolution du Jumbo Jet, ou plus exactement le paiement des commandes, arrive trop tard pour Boeing, qui est au bord du dépôt de bilan. On était tous inquiets. On pouvait se retrouver au chômage du jour au lendemain. C'était très perceptible. En mai 1971, tout semble perdu. L'avion de transport supersonique ambitieux sur lequel Boeing a tout misé passe à la trappe. Les inquiétudes des écologistes au sujet du bruit et de la pollution ont incité le Congrès américain à réduire le financement accordé à l'avionneur. Conclusion, l'avenir de l'entreprise repose désormais sur le 747, le modèle qui ne devait assurer que la transition. Et Boeing réduit ses effectifs des 2/3 en supprimant 60 000 emplois. Quelqu'un qui avait le sens de l'humour a installé après son licenciement un panneau demandant au dernier individu à quitter Seattle d'éteindre la lumière en partant. Ça n'était pas drôle. C'était aigre-doux.
Mais de nouvelles commandes de Jumbo Jet remettent l'entreprise à flot. Le 747 séduit aussitôt un public impressionné par son gabarit et se met à sillonner le monde entier. What do you think, George? Harriet, don't rush me. Des publicités en font l'éloge. George, the kitchens are just perfect. And all this room, George. Very nice, dear. Wow. Même le motoriste s'empresse d'annoncer l'ère du gros porteur. Harriet, we'll take it. The 747, the 70s way to fly. Beautiful. Le 747 est devenu incontournable. Il fallait l'avoir dans sa flotte et aucune compagnie n'était digne de ce nom sans son gros porteur. Il a fait un tabac instantanément. Il incarnait le vol à réaction et le luxe. Pour la première fois au cours de l'histoire, les gens peuvent voyager à bon marché, mais rapidement, d'un continent à un autre. The world has shrunk, they say. It's true, in the sense that air travel has brought places closer in time. The world is smaller. En seulement 6 mois, le 747 transporte le nombre impressionnant d'1 million de passagers. Le prix d'un vol transatlantique diminue presque de moitié, à $250. Mais le tarif n'explique pas tout. Le Jumbo Jet est aussi un moyen de transport synonyme de luxe. On doit son aménagement intérieur et le tout premier compartiment bagages au cabinet Walter Derwent Teague Associates. Les designers ont été très malins. Ils ont imaginé 5 zones distinctes. L'idée magique, ça a été d'installer les toilettes, les cuisines de bord et les cloisons sur un axe longitudinal pour qu'elles séparent ces zones. Et à l'arrivée, chacune d'elles ressemblait un petit peu à un salon. Pendant les années 1980, les tissus d'ameublement en couleur flashy étaient très en vogue. Et on a fait des choses dont on aurait sûrement un peu honte aujourd'hui. Mais ça plaisait beaucoup à l'époque. Comme il y a jusqu'à 16 membres du personnel navigant commercial par gros porteur, les compagnies aériennes embauchent à tour de bras. Hôtesse de l'air chez Panam, Emilia de Geer commence à travailler à bord du 747 dès sa mise en service. La Panam était la compagnie aérienne et je n'aurais voulu travailler pour aucune autre. Le règlement concernant notre poids était très strict. On n'était pas obligé de porter de gaines, mais on devait être mince. La jeune femme tombe aussitôt amoureuse d'un des premiers avions achetés par la Panam, baptisé Clipper America, immatriculation N747PA. Ça a été le coup de foudre. Il était incroyable. L'idylle va durer 40 ans, même si elle est marquée par le premier accident grave d'un jumbo jet. J'étais à bord de Clipper America. Les réservoirs de carburant étaient pleins. On devait aller de San Francisco à Tokyo. Et on a eu un gros problème. À la dernière minute, l'équipage emprunte une piste plus courte et oublie de recalculer sa vitesse de décollage. Décollant trop tard, l'avion percute les feux de piste. On a arraché le mât d'une valise d'approche. Il a transpercé le ventre de l'avion et 4 rangées de sièges. Par miracle, ils étaient inoccupés.
Sinon, les passagers auraient été réduits en bouillie. Malheureusement, une personne n'était pas au bon endroit. Le mât a jailli du plancher et il lui a arraché le pied. Un autre passager a été touché à une cuisse et il a eu le bras profondément entaillé. On voyait l'os. Le médecin présent à bord ne peut pas faire grand-chose. Il a fallu dire aux passagers qui avaient perdu un pied qu'on n'avait pas d'analgésique à bord. Il a dû serrer les dents. L'équipage fait le tour du 747 pendant plus d'1 heure pour évaluer les dommages et vidanger du carburant avant de faire demi-tour. Les gens étaient en position de sécurité. Je me disais que mon père et ma mère pensaient à moi. L'impact a sectionné 3 des 4 systèmes hydrauliques et endommagé le train d'atterrissage. Mais en dépit des dégâts, il faut tenter de se poser. À la descente, l'avion s'est mis à se balancer. Atterrissage bruyant. Et après, grand silence. Les dispositifs de sécurité exceptionnels de l'avion ont sauvé la vie de ceux qui étaient à bord. Ça a été un miracle. Ça aurait pu être le pire accident de 747. Mais d'après moi, cet avion nous a sauvé la vie. Une fois réparé, Clipper America reprend du service. L'histoire d'amour a continué et j'ai été ravie de voler à bord jusqu'à ce qu'il disparaisse. Emilia de Geer découvre que son avion a été rebaptisé du nom du fondateur de la Pan Am. Apparemment, il a fini en Corée du Sud, transformé en restaurant. Quelle humiliation! Puis j'ai appris qu'on l'avait démantelé et qu'il n'existait plus. Pourquoi n'a-t-on pas conservé un avion pareil pour la postérité? Au cours des décennies 80 et 90, à une époque où le jumbo jet transporte des millions puis des milliards de gens, le monde semble rapetissé. Mais petit à petit, le poids des ans se fait sentir. Boeing doit réagir, et vite, pour que son fleuron puisse continuer sa carrière. Le 747-400 entre en scène le 29 avril 1988. Le modèle vieillissant a eu droit à un lifting complet. L'informatique permet de se passer d'officier mécanicien navigant. Des ailettes marginales, les winglets, réduisent les tourbillons de bout d'aile afin d'économiser le carburant. Et l'avion peut désormais parcourir 1/3 de la planète d'une seule traite. Après cette cure de jouvence, le 747 redevient le maître étalon auquel on compare tous les autres avions. Et reste l'appareil préféré du personnel navigant technique. Tous les pilotes sont très impressionnés parce que c'est le plus bel avion du monde. Il est super agréable. Même son de cloche du côté du PNC. Notamment parce que lorsque les passagers dorment, hôtesses et stewards peuvent en faire autant à l'arrière.
L'accès au poste de repos de l'équipage se fait par une porte qui est de ce côté-là. La voici. C'est là qu'on monte jusqu'à notre nirvana. Le poste de repos de l'équipage est ici. Il y a 10 couchettes pour dormir et être d'attaque quand le vol a été long et fatigant. Le plus difficile quand on vient ici, soit pour dormir, soit pour souffler, c'est de ne pas faire de plis à son uniforme. Le secret, c'est de le mettre dans la penderie et de rester en sous-vêtements ou d'enfiler un pyjama. Une célébrité s'est éprise du 747. L'acteur et pilote John Travolta. La première fois que je l'ai vu, c'était en tant que passager. J'avais 18 ans. Je l'ai pris entre New York et Los Angeles pour commencer ma carrière au cinéma. Et j'ai vraiment été impressionné. L'acteur est pilote qualifié et ambassadeur de Qantas. Pour le remercier d'avoir associé son image à la marque, la compagnie lui a offert un 707 avec lequel il peut aller jusque dans sa maison de Floride. Et il a pu concrétiser un de ses rêves, piloter un 747, même si son instructeur ne lui a pas fait de cadeau. Il m'a mis des bâtons dans les roues. Il a coupé 2 moteurs, il a ajouté des problèmes hydrauliques, des problèmes électriques. Il y avait quelque chose comme 5 grosses pannes. Plus d'autres. Des pépins d'instruments de vol. L'élève s'est posé sans encombre. Et cette expérience n'a pas entamé son amour pour le 747. Bien au contraire. C'est un avion qui a du pédigré. Et ça se sent quand on est aux commandes. Le 747, c'est du solide. C'est un avion majestueux. Le slogan « Si c'est pas Boeing, j'y vais pas » vient de la qualité de la fabrication et de la conception de l'appareil. Lorsque Qantas lui a fait cadeau d'un 747, l'acteur a dû le refuser. À regret. C'était super. Ça m'a vraiment touché qu'on me l'offre. Mais du point de vue pratique, c'était pas envisageable. Je gagne plutôt bien ma vie, mais je ne suis pas riche comme Crésus. Je n'ai pas assez d'argent pour assurer l'entretien d'un avion pareil. Certains nababs, en revanche, peuvent s'enorgueillir d'être les heureux propriétaires d'un 747. L'entreprise Greenpoint Technologies leur propose d'en faire un palace volant, équipé notamment d'un ascenseur pour passer de la limousine à l'avion. Dans le loft, on peut aménager jusqu'à 8 suites privées. Le Jumbo Jet a prouvé qu'il était adaptable à l'infini. Il a parfois accompli des tâches hors du commun. Pendant près de 35 ans, c'est un 747 qui a transporté la navette spatiale américaine sur son dos pour la ramener au centre spatial Kennedy. Et voici le plus gros extincteur du monde. Le bombardier d'eau Evergreen peut larguer plus de 75 000 litres de retardant sur une zone de 6 400 mètres de long. Quant à celui-ci, il transporte le plus grand observatoire astronomique aéroporté du monde, le SOFIA, propriété de la NASA. À 45 000 pieds, l'atmosphère raréfiée permet d'observer l'univers dans des conditions introuvables au sol. Les gros porteurs ont aussi appris à faire la guerre. L'avion expérimental YAL-1 est équipé d'un laser aéroporté conçu pour détruire les missiles ennemis à plusieurs centaines de kilomètres. Mais voici le 747 qui mérite sans conteste le titre de roi du ciel. Air Force One.
Où qu'il aille dans le monde, quand il transporte le président, c'est le symbole des États-Unis. Il montre ce que les Américains sont capables de faire. Ce 747 modifié existe en 2 exemplaires et ne se nomme Air Force One qu'une fois le président à son bord. À l'intérieur se côtoient des systèmes de transmission secrète, des bureaux et des suites pour le locataire de la Maison Blanche et ses conseillers, de quoi accueillir la presse, et même un hôpital. Tous les militaires qui ont piloté le 747 en sont tombés amoureux. Il peut aller n'importe où dans le monde, n'importe quand, grimper très haut en altitude. C'est la perfection même. À l'avant, la suite présidentielle, surmontée par le centre des transmissions. Viennent ensuite les cuisines, les salles de conférence, les appartements des invités, puis ceux des journalistes. Mais loin de n'être qu'une Maison Blanche volante, c'est aussi un avion militaire. Je ne peux pas parler de ses moyens de défense, mais l'avion a été modifié pour protéger le président en milieu nucléaire. L'heure de vol coûte près de 180 000 $. Et une équipe de 100 personnes s'occupe d'Air Force One. Il doit être lustré à la main à chaque retour de mission, parce qu'il faut qu'il soit parfait. Il représente les États-Unis, mais aussi le Boeing 747, c'est-à-dire un avion impeccable. En période de crise, il permet au président de diriger les États-Unis depuis les airs. Il a dû relever son défi le plus terrible le 11 septembre 2001. En visite dans une école de Floride, George W. Bush est averti des événements. Quand il a fallu évacuer le président, le 747 a répondu présent. Dans le quart d'heure qui suit, le président remonte à bord, où le colonel est déjà aux commandes. L'équipage sait qu'Air Force One est un objectif de choix pour des terroristes. On avait appris que des inconnus étaient en bout de piste, peut-être armés d'un fusil, et qu'ils pouvaient nous tirer dessus au décollage. Mark Tillman met alors plein gaz et tire fortement sur le manche pilote. Le président a senti que l'avion s'était dressé presque à la verticale, preuve que la montée a été raide. Peu après, le colonel apprend qu'un appareil se dirige vers le sien. Des avions de ligne viennent de détruire le World Trade Center et un autre talonne celui du président. L'enregistrement phonique nous plonge au cœur des événements. Air Force One, we have traffic above you that is descending into you. You're not in contact with them. Air Force One, copy that. Mark Tillman prend la menace au sérieux. On n'était pas sûr des intentions de cet avion de ligne. Il poursuivait sa descente et il avait tout l'air d'avoir été détourné. Le colonel fait une manœuvre d'évitement. Air Force One est l'avion de ligne le plus rapide du monde. Il peut presque atteindre Mach 1. Comme il est plus rapide que la plupart des autres avions, on a décidé de semer notre poursuivant. Reste à savoir ce que ce dernier va faire. Au bout de quelques instants, il disparaît du radar. L'avion a continué sa descente. Fausse alerte. Il s'agissait en fait d'un vol régulier dont le transpondeur qui transmet l'identification de l'avion était tombé en panne. Mais Air Force One reçoit bientôt un message de la part du vice-président. Il a informé le président qu'Angel était le suivant. Angel était l'indicatif secret d'Air Force One. Un autre avion de ligne a été détourné sans qu'on sache encore dans quel but. Va-t-il s'en prendre au président? Par précaution, des chasseurs viennent en appui.
C'est formidable d'avoir un avion de chasse à côté quand on sait qu'on doit protéger le président. Très vite, il s'avère que le dernier appareil détourné vient de s'écraser en Pennsylvanie. On a été triste d'apprendre que des compatriotes avaient trouvé la mort. Le président était vraiment brisé de chagrin, comme nous tous. Après quelques escales pour s'adresser aux Américains, George W. Bush regagne la Maison-Blanche. Le 747 a été remarquable. Il a volé à la vitesse maximale pour rentrer à Washington. Tout danger étant écarté, Mark Tillman reconduit son précieux passager chez lui à plus de 1100 km/h, presque la vitesse du son. Air Force One a rempli sa mission, servir et protéger le président américain. Pendant les heures trépidantes qui ont suivi les attentats, George W. Bush n'aurait été nulle part plus à l'abri qu'à son bord. Le bilan de sécurité du Jumbo Jet est exceptionnel. En 10 années d'exploitation, seuls 6 747 se sont écrasés. C'est incroyable. On court plus de risques en traversant la rue. Et dans les heures difficiles, je ne pensais pas que j'allais mourir, je savais que j'allais mourir. Le 747 s'est montré à la hauteur. Début 2013, ce film amateur tourné en Afghanistan fait sensation. Même si l'accident n'est pas imputable à ce 747 version cargo. Le 747 est un appareil très sûr. La plupart des accidents ne tiennent pas à l'avion. Même conclusion quand 2 d'entre eux se percutent sur une piste à Tenerife, en Espagne, donnant lieu à l'accident d'avion le plus meurtrier à ce jour. Même s'il est encore trop élevé, le nombre de victimes du 747 est inférieur à 3000, un chiffre minime comparé aux 3,7 milliards de passagers déjà transportés. En clair, vous n'avez qu'une chance sur 1 million de mourir à bord d'un jumbo jet. Le 747 a fait la preuve de sa solidité lors du vol United 811 entre Honolulu et la Nouvelle-Zélande. L'avion était plein et devait effectuer un aller-retour de 15 heures sous la surveillance de la chef de cabine principale, Laura Brentlinger. C'était juste après Lockerbie. Et j'ai dit aux hôtesses et aux stewards de veiller à ce qu'il n'y ait pas de bagages oubliés avant de monter à bord, de faire attention aux objets suspects. Pour un avocat qui s'installe sur le pont supérieur, c'est le début de vacances bien méritées. Je comptais m'allonger sur une plage, oublier les avions, les procès, les accidents, les blessures, les souffrances humaines, et jouer les touristes. L'équipage est très chevronné. Le commandant David Cronin n'est qu'à 2 mois de la retraite. Le copilote, formateur sur 747, s'appelle Hal Slader. Dave était un bon copain et c'était toujours sympa de travailler avec lui. En général, les pilotes adorent voler et Dave était de ceux-là. Les gens étaient fatigués, donc on leur a rapidement servi à boire avant de les border pour la nuit. On entendait le ronron des 4 réacteurs et la majorité des passagers avaient envie d'éteindre la lumière, de mettre leur casque audio et de se reposer. Mais à 23 000 pieds, le vol United 811 sort brutalement de la routine. On a entendu un sifflement strident. On s'est tous regardés et on s'est demandé ce que c'était.
Mais on a eu à peine le temps d'ouvrir la bouche. Il y a eu une explosion énorme. Et je me suis dit que mon pire cauchemar s'était réalisé, que c'était une bombe. Les instruments se sont affolés et on a cru qu'une bombe avait explosé. 16 minutes après le décollage, une partie du fuselage côté droit a été soufflée. Tout ce qui n'avait pas été attaché a été projeté. L'avion, où tout avait été parfaitement normal jusque-là, s'est transformé en scène de cauchemar. 9 passagers ont été aspirés à l'extérieur. Et Laura Breitlinger se cramponne pour ne pas subir le même sort. J'avais les pieds décollés du sol. J'étais à l'horizontale. La décompression explosive se traduit par une aspiration énorme qui essaie de vous attirer dehors. On avait l'impression de tomber en chute libre, de piquer. Et j'ai cru qu'on allait s'abîmer dans l'océan. L'enregistreur nous permet de savoir ce qui s'est dit. La checklist d'urgence prévoit de sortir le train d'atterrissage. Mais David Cronin n'en tient pas compte. Il sait que la traînée que cela va provoquer va rapidement faire perdre de l'altitude à l'avion. Si on avait sorti le train, au lieu de rester à 14 000 pieds, on se serait retrouvé à 7 000 et on n'aurait pas atteint l'aéroport. Le pilote doit être très expérimenté pour ne pas tenir compte d'une checklist. David Cronin faisait du planeur et j'ignore s'il a su qu'il était aux commandes du plus gros planeur de sa carrière. Le moteur 3 a pris feu après avoir absorbé des débris et des passagers. En regardant par le hublot, j'ai vu qu'un des réacteurs brûlait. Les flammes jaillissaient par l'arrière et par l'entrée d'air. David était un excellent pilote et s'il avait autant de mal, c'est que c'était grave. Le carburant risquerait d'exploser à l'atterrissage. Il vient de s'arrêter. À 317 tonnes, on était trop lourd pour voler avec seulement 2 réacteurs. L'avion s'est mis en palier et les pressions extérieures et intérieures se sont équilibrées, donc on ne risquait plus d'être aspiré. C'était sinistre. Parce que je regardais par le trou, il faisait nuit noire, je voyais la lune, et pendant un instant, je me suis dit, comme c'est beau, qu'est-ce qu'elle est belle. On se demande tous si on sera courageux en cas de catastrophe. Si on fera ce qu'il faudra. On aime se dire qu'on sera un héros, qu'on aidera les autres. Mais ce qu'il y a d'horrible dans ce genre de situation, c'est qu'on ne peut rien faire. Ça n'était même pas la peine de crier. Personne n'aurait rien entendu vu le vacarme. On est resté assis. L'équipage ignore l'ampleur des dégâts. L'officier mécanicien navigant Mark Thomas va aux nouvelles. Il a descendu la moitié des escaliers. Il a vu le trou et il m'a regardé avec des yeux grands comme ça et blancs comme un linge. J'ai crié « Seigneur, faites-nous atterrir ». Mark n'emmenait pas large et ça se voyait. Il nous a expliqué que tout le flanc de l'avion avait été arraché, qu'il manquait des gens. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé que mes gosses allaient être en colère si on ne rentrait pas. Puis je me suis dit, ne pense pas à ça. Remets-toi au boulot.
Je ne pensais pas que j'allais mourir, je savais que j'allais mourir. C'était trop mal parti. Moteur en feu, dégâts structurels, descente. Les pilotes n'arriveraient pas à maintenir l'avion en l'air. Il n'y a presque aucun survivant en cas d'amérissage forcé. Et je me suis demandé comment j'allais mourir. Est-ce que j'allais être aspirée sous l'eau instantanément? Est-ce que l'impact allait me tuer? Et je me suis mise à prier, prier, prier. Mon père m'avait donné une croix quand j'avais commencé ce travail. Je la lui avais demandé. Donc j'ai commencé à prier. Le 747 est à moins de 30 km d'Honolulu, mais il perd de l'altitude. Tout à coup, un passager au fond de la zone B a montré quelque chose. Et on a lu sur ses lèvres « lumière ». Mince, il y a encore une lueur d'espoir. Ça tenait du miracle. En regardant par les hublots, j'ai vu la terre ferme. Tout le monde a fait ce signe avec les mains. Les gens pointaient quelque chose du doigt en disant « Terre, terre ». On a crié « position de sécurité ». On se demandait si l'avion allait prendre feu à l'atterrissage. Faute de temps, il n'a pas été possible de se délester de tout le carburant. Et l'avion est trop lourd. Le train risque de céder à l'impact. Et le 747 de s'embraser. Dès que les roues ont touché, il y a eu des hurrahs. Il y a eu plusieurs crevaisons. Un train du fuselage a pris feu, mais David a réussi un bel atterrissage. Ça s'est passé tout en douceur. Et je ne me suis rendu compte de rien. On est payé pour emmener les gens où ils le souhaitent en toute sécurité. L'avion s'est arrêté, les portes se sont ouvertes, les toboggans d'évacuation se sont déployés, je me suis retrouvé à errer sur le tarmac et pour la première fois, j'ai vu le trou de l'extérieur. Il paraissait immense. On n'arrivait pas à y croire. On a fait « Waouh !» avec un juron en plus, j'en suis sûr. J'en revenais pas que l'avion ait pu voler dans cet état. Cet avion a ramené 346 personnes à bon port, il faut le dire. Ce qui a été drôle, c'est qu'on s'est demandé s'il fallait le piloter jusqu'à un autre aéroport où il serait réparé. Et quand j'ai dit que je pouvais m'en charger, on m'a fait « T'es sûr ? Pourquoi je ne serais pas ?» C'était un avion fantastique. Et je ne tarirai jamais d'éloges à son sujet. Laura retourne à bord quelques jours plus tard. C'est là que je me suis vraiment rendu compte. J'ai pensé « Merci de m'avoir sauvée ». Je m'adressais à l'avion. Si j'avais pu le prendre dans mes bras, je l'aurais fait. Je l'ai remercié de m'avoir sauvé la vie. Une porte de la soute était défectueuse. Et quand elle s'est arrachée, la décompression explosive a soufflé une partie du fuselage. Les enquêteurs finiront par découvrir un vice de conception des loquets de verrouillage. Mais sa résistance structurale incroyable a permis au 747 de tenir le choc.
Bien qu'âgé de 20 ans, l'avion a pu être réparé et a repris du service. Rares sont les accidents de 747 à avoir été la conséquence d'un vice de conception, ce qui atteste de façon éclatante du travail exceptionnel fourni par Joe Sutter et son équipe. Mais cet avion vieillissant, qui compte déjà plus de 40 ans de bons et loyaux services, volera-t-il encore longtemps? Pourtant conçu presque à la va-vite dans les années 1960, il est resté incontournable jusqu'à une date récente. Les commandes ont déjà commencé à baisser quand, en 2005, un concurrent de poids fait son apparition. Le très gros porteur du consortium européen Airbus, l'A380, le plus gros avion de ligne du monde. Ces deux ponts accueillent jusqu'à 150 passagers de plus que le 747. Mais ce dernier n'est pas du genre à se laisser faire. En 2011, à grand renfort de publicité, Boeing lance le 747-8 Intercontinental, dont l'inauguration a lieu en présence du père du Jumbo Jet. Le 747-8 montre à quel point l'architecture du premier modèle était bonne. Il a même allure que lui. Ce qui m'agace un peu, c'est que les pilotes qui ont été aux commandes du 747-400 m'ont toujours dit que c'était leur avion préféré. Mais maintenant, ils me disent que c'est le -8. Boeing est fier des innovations du dernier modèle. Le 747-8 est un avion totalement nouveau. À l'heure actuelle, c'est de loin le plus économe en carburant. Son aile est toute nouvelle. Elle ne crée qu'une traînée minimale, même à très haute vitesse. S'il n'est pas le plus gros avion du monde, le 747 reste le plus long et le plus rapide. Lors des tests, il a volé à une dizaine de km/h en dessous de la vitesse supersonique. Cela tient notamment au nouveau réacteur GEnx. À 20 millions de dollars pièce, ils ne sont pas donnés, mais leur puissance combinée équivaut à celle de 5 moteurs de l'ancien modèle. Et en prime, ils font 30% de bruit de moins. Depuis certaines tours de contrôle, des gens n'avaient même pas entendu l'avion décoller. Le -8 a aussi bénéficié d'un relookage intérieur complet. La première chose qui saute aux yeux des passagers en embarquant à bord d'un 747-8, c'est qu'il est spacieux. Il y a des éléments de conception qui attirent le regard à travers la cabine, qui donnent l'impression qu'elle est vaste. Et l'escalier, qu'on remarque tout de suite, amplifie encore cette sensation de profondeur architecturale. L'avionneur est persuadé que ce modèle est promis à un bel avenir. Pas seulement grâce aux innovations techniques dont il bénéficie, mais parce qu'il est le dernier d'une lignée qui engendra l'avion le plus apprécié et le plus respecté. Pourquoi j'aime autant mon boulot? Parce que lorsque je dis que je suis responsable produit du 747, les gens me répondent presque tous « J'adore cet avion ». Je ne sais pas s'ils le disent d'un autre modèle. Ils me racontent la première fois qu'ils l'ont pris, la dernière fois qu'ils ont été à bord pour faire un beau voyage. Et pour positionner ce produit, je puise dans l'émotion que cet avion suscite. Malgré ce bel argumentaire, le carnet de commandes reste pratiquement désespérément vide et les baisses de cadence de production se multiplient. Les compagnies aériennes lui préfèrent des bimoteurs de nouvelle génération, comme le 787 Dreamliner. Il offre la même autonomie que le 747, mais comme il emporte moins de passagers,
il n'est pas obligé de passer par les grandes plateformes aéroportuaires, ce qui lui permet de conduire les gens directement à destination, presque partout dans le monde. Moins de tracas et moins de dépenses. Ses concurrents feront-ils passer le 747 aux oubliettes? Les bimoteurs offrent un meilleur rendement que les quadrimoteurs. En planchant sur le 747, on a opté pour 4 réacteurs, parce qu'à l'époque, on ne disposait pas de moteurs assez fiables. Aujourd'hui, on les installe sur une aile et on ne les enlève plus jamais, tellement ils sont robustes. Quoi qu'il en soit, nous embarquerons encore à bord de 747 pendant de nombreuses années. En ce moment même, environ 100 000 passagers sont installés à bord de l'un d'entre eux, en plein ciel. Quand on vous enterrera, les 747 voleront sûrement encore. Je ne les vois pas s'arrêter. Ils ne disparaîtront pas. Il y en a trop et on a beaucoup investi dans leur avenir. Donc, de mon vivant, on continuera d'en voir. J'ai volé à bord pendant les années où il a évolué. Et il me manquerait atrocement s'il n'existait plus. C'est un avion incroyable. Il sera retiré du service peut-être d'ici une cinquantaine d'années, qui sait. Mais il manquera énormément à beaucoup d'entre nous. En déjouant les pronostics, ses concepteurs ont mis au point le 747 en seulement 28 mois. Aujourd'hui, ils constatent avec fierté qu'on s'émerveille toujours devant leur travail. C'est mon avion. J'aime penser qu'on appartient l'un à l'autre. Ce qui me rend fier, c'est qu'on a fait du sacré bon boulot. On a conçu un avion sûr, les pilotes aiment être à ses commandes, et les vieilles dames aiment le prendre. Donc ça a été un franc succès.